Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19h. Nous sommes à quelques semaines de la reprise des classes et qui dit reprise des classes dit fourniture scolaire. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a d'ailleurs publié officiellement ce lundi même la liste des fournitures scolaires de la 6e en terminale pour le compte de la rentrée 2022-2023. Un tour dans les marchés de fournitures scolaires avec une équipe de notre rédaction et le constat est la timide affluence pour le moment et cela pour diverses raisons. Erika Anagonu et Isaac Mongbo, reportage. Les vacances scolaires tirent à leur fin, laissant ainsi place à une rentrée scolaire certaine. C'est donc le moment, tant pour les parents que pour les vendeurs de fournitures scolaires, de se préparer afin que la rentrée des classes se passe bien pour les apprenants. De ce fait, quelques semaines avant la reprise des classes, plusieurs stands de vente de fournitures scolaires sont déjà ouverts. À en croire les vendeurs rencontrés, ouvrir tous les stands constitue une manière de tirer la sonnette d'alarme, de rappeler aux parents que la rentrée est proche. Nous optons commencer un mois avant la rentrée pour permettre aux parents de se préparer. Quand ils vont nous voir installés, ils vont se dire, ah, comme ça la rentrée commence, il faudrait qu'on fasse nos calculs pour revenir payer les cahiers aux enfants. Le mieux c'est d'ouvrir tôt, le plus tôt possible, quoi. Sinon, il faut attendre l'approche des rentrées. Bon, il y a trop d'influence. Donc certains parents préfèrent acheter avant la rentrée. 2 mois d'avance, même 3 mois d'avance. On s'installe un mois en avance sur ce terrain parce que d'autres parents, ils savent déjà que la rentrée c'est pour bientôt et qu'il faut acheter les fournitures en avance. Puisque à un niveau donné, ça augmente de prix. Et c'est exactement le prix a augmenté un peu. L'affluence au niveau des stands n'est pas encore celle souhaitée, mais les parents d'élèves viennent peu à peu, soit pour avoir une idée des prix des articles, soit pour s'en procurer. Il n'y a pas encore de l'affluence parce que les gens ne sont pas encore prêts. Comme la rentrée n'a pas encore commencé, il y a un peu du monde, un peu, ça vient. Les parents viennent demander le prix des articles d'abord. Ils amènent la liste des fournitures, bon, on leur écrit les prix passés. D'autres sont déjà venus payer les fournitures. Ayant tendu notre micro à 2 des acheteurs, l'un d'eux nous confie que cette année, les articles sont un peu plus chers comparativement à l'année dernière. Je suis venue ici pour demander les prix des cahiers. C'est mon papa qui m'a envoyé demander les prix des cahiers. Par rapport à l'année passée et à cette année, les prix sont augmentés. Je suis venue acheter les fournitures pour mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui est à la base de cette cherté? Les vendeurs nous l'expliquent. Un mois en arrière, les articles ne sont pas si chers comme ça, quoi. Donc ceux qui ont payé depuis ce temps-ci vont plus bénéficier. Mais une fois à l'approche de la rentrée, bon, à cause de la demande des fournitures, depuis l'usine, les choses sont devenues de plus en plus chères. Là, ça permet que le coût aussi augmente de ce côté. Quand on avait commencé, il y a des trucs qui n'étaient pas chers, mais qui est devenu cher après l'achat. Par exemple, on peut prendre la couverture, la kaki. Le mètre, c'était à 115 francs. Mais après les achats, c'est devenu à 100 francs. Ainsi que d'autres. Avant la rentrée, c'est un peu moins cher. Mais quand la rentrée s'approche, c'est depuis l'usine, là où on paye les cahiers, là ils augmentent le prix. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes obligés d'augmenter le prix. Pour ne pas être surpris par le coût des articles à la veille de la rentrée scolaire, Charline Jotegnon invite les parents à faire leurs achats un peu plus tôt. On invite les parents à vite venir avant la rentrée pour pouvoir bénéficier que de venir à la veille ou bien même à l'approche de la rentrée. Voilà qui est bien dit. Clap de fin de l'exposition des 26 trésors royaux de la rapatriés de la France et les œuvres contemporaines ce dimanche 28 août 2022. C'est sous une note de satisfaction que le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, et les différents acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement de cette exposition diptyque ont mis fin à ce rendez-vous qui a permis à nombre de Béninois et d'étrangers de revisiter l'histoire du Bénin. Jeannot Topéon et Paul Esther Saossi étaient au palais de la Marina. On suit leur compte-rendu. Stop et fin de l'exposition diptyque des trésors royaux au palais de la Marina. La réouverture de 20 jours prolongée après la première a fait son effet.
Une sorte de pèlerinage qui a accroché 7 jours durant les nationaux, la diaspora et autres visiteurs curieux de la richesse patrimoniale du Bénin. L'engouement suscité par cette exposition, réouverte le 16 juillet dernier, est resté le même que lors de la première ouverture. En effet, on n'oubliera jamais que lors de cette première phase, 187 285 visiteurs exactement, jeunes, hommes, femmes, officiels comme anonymes, étaient venus rendre hommage à l'ensemble des créateurs d'hier et d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce succès ajouté à la forte demande des professionnels qui a justifié cette deuxième phase qui n'a pas manqué de tenir sa promesse. Cette deuxième phase a donné l'occasion à environ 35 000 visiteurs de faire cette expérience exceptionnelle avec une moyenne de plus de 1700 visiteurs par jour. Les visiteurs ayant leur lieu de résidence établi hors du territoire béninois représentent 45% de l'effectif total. Derrière ce gigantesque projet se cachent des personnes engagées pour la cause patriotique et patrimoniale. Les organisateurs de cette installation se réjouissent de la réussite de cette exposition. Lorsque ce projet a été annoncé, nombre de professionnels que nous avons approchés nous ont dit qu'il fallait 2 ans pour organiser une exposition de cette envergure. Mais nous l'avons réalisé en 6 mois. Nous l'avons réalisé en 6 mois justement parce qu'il y a eu tout cet amont qui nous a permis d'avoir la confiance des artistes qui nous ont confié leurs œuvres. J'ai encore un collègue du commissariat d'Expo qui me disait tout à l'heure qu'il y a une galerie importante, une galerie occidentale qui souhaiterait accueillir l'exposition, identifier, travailler avec ces artistes-là. Le Bénin est à l'honneur. Événement ou miracle dans l'opinion. Nous avons assisté au retournement des opinions des sceptiques. Les doutes initiaux, ces choses-là n'intéressent pas les Africains et les Béninois. Les insinuations lancinantes sur nos capacités à conserver les œuvres ont disparu progressivement. Ce sont des questions qu'on ne pose plus. Cette défiance des données sur notre capacité à conserver qui a disparu ne doit pas nous faire oublier la nécessité de continuer le travail de conservation. Les émotions resteront vives dans le livre d'or de l'exposition. L'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui plie bagage. Un boom vient d'être lancé au profit du corps artistique béninois, ses ambassadeurs des richesses culturelles du pays à l'international. Les 26 œuvres restituées par la France retourneront au fort portugais à Ouidah. Le volet contemporain va représenter le Bénin au Maroc, en France. Et puis les participants à cette cérémonie de clôture ont eux aussi exprimé leur satisfaction et leur joie. Ils n'ont pu s'empêcher de remercier les autorités béninoises pour avoir 2 fois de suite permis aux citoyens de visiter ces œuvres. On les écoute toujours au micro de Jeannot Topéen et de Paul Esther, ça aussi. C'est trop grand ce que j'ai ressenti, je dirais que c'est plus que de la joie, puisque déjà j'ai été voir déjà ces objets au musée Cré-Banly du Cré-Banly et sincèrement je trouve que je suis très content que je sois venu à la maison et l'émotion elle est très forte. C'est vrai, je suis soulagée de quitter, mais quand même j'ai envie de revoir ces œuvres tout le temps et voilà quoi. Donc c'est pour ça juste que je prends des vidéos et revoir le parcours, c'est ça en fait. Fierté, compétence, cohésion nationale. Depuis les anciens jusqu'à maintenant, et la rencontre entre l'art avec les trésors royaux et l'art contemporain est une rencontre extraordinaire. Et le peuple a tellement compris la chose qu'ils sont venus en masse. C'est vrai que nous avons exposé dans pas mal de pays et on a cette fierté, mais aucune fierté ne dépasse la fierté que nous ressentons quand c'est notre pays qui nous met en valeur. Donc je dirais que ce qui s'est passé ici à la présidence par rapport à l'exposition de nos œuvres contemporaines, c'est une grande fierté. Nous en sommes tellement fiers.
Et nous espérons que les choses vont continuer aussi professionnellement possible. C'est important de voir la volonté politique parce que c'est un pays comme le Bénin est exceptionnel parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont de grands artistes, mais où ça manque la volonté politique à dire que vraiment la culture c'est un besoin essentiel et que la culture peut aussi déclencher autres formes de développement individuel aussi au niveau de la société. C'est un grand plaisir à moi d'exposer au pays et surtout à exposer au palais de la présidence. Exposer au palais de la présidence, c'est très risquant. Les Béninois doivent être fiers de leur président, autoriser à ce que une telle manifestation se passe. Pour moi, c'est le courage même ça, quoi. Autre volet de l'actualité à l'occasion du rendez-vous des mardis de la Chine la semaine dernière, un rendez-vous entre l'ambassadeur Peng Jingtao et le réseau des médias pour la coopération sino-béninoise. Une affaire va s'inviter dans les échanges. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan, l'ambassadeur a apporté quelques clarifications à la presse. Voici le compte rendu. Une actualité qui s'impose dans ce rendez-vous avec la presse dénommée le mardi de la Chine. Le 2 août 2022, Taïwan, province chinoise, reçoit la visite de la présidente américaine de la Chambre des représentants. Visite officielle ou visite officieuse? Madame Pelosi est la troisième personne politique des États-Unis, la présidente de l'Assemblée des représentants américains. Elle est allée en visite à Taïwan, une île de la Chine qui demande son indépendance avec un avion militaire. Est-ce que vraiment dans ce monde, il y a une personne qui croit que c'est une visite officieuse, non officielle? Non, c'est une visite officielle. Cette sortie de l'élu démocrate avait fait planer le doute depuis plusieurs jours concernant une visite sur l'île, alors même que Pékin a prévenu à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une ligne rouge à ne pas franchir. Le diplomate chinois considère cela comme une provocation. C'est une provocation qui a violé d'abord les intégrités, la souveraineté de la Chine, a saboté la paix et la sécurité de la région, et aussi saper le fondement politique des relations entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il s'agit d'une violation claire et flagrante des 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis sur la situation de Taïwan. On a dit clairement que les conséquences apparues après la visite, la partie américaine doit prendre toute la responsabilité. Pas de bras de fer donc, mais aussi pas d'ingérence dans les affaires de la Chine, qui ne veut courber les Chines pour défendre sa souveraineté impériale. Écho de nos plateaux à présent, l'émission Dimanche c'est politique de ce 28 août 2022 était riche en informations et en analyses de l'actualité de la semaine. Nous vous proposons de suivre ici le résumé des différents plateaux de l'émission sous les soins de Moucharaf Souman. Législative 2023, premier test de solidité pour l'Union progressiste Le Renouveau. C'est autour de ce thème que s'est prononcé Ernest Sossou, membre du bureau politique du parti issu de la fusion UP-PRD. Répondant aux questions d'Angèle Toboula, l'invité a abordé la considération monstrueuse et dévastatrice qu'une partie de l'opinion publique se fait sur le parti Union progressiste Le Renouveau. Il a assuré que le nouveau parti issu de la fusion PRD-UP ne doit pas être considéré comme un ogre politique. Je crois que les gens craignent que ce ne soit désormais un monstre qui avale tout le monde. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais dire et préciser sur votre plateau ici que c'est en toute humilité que nous, militants du PRD, nous, militants
de l'Union progressiste avons décidé de faire cela, pas pour faire de mal à quelqu'un, non, pas du tout. Mais nous avons voulu répondre et dire au peuple béninois que, au vu de ce que le président Patrice Talon a fait dans notre pays, que nous ne pouvons plus continuer à garder nos positions archaïques d'entre-temps, et que nous devons aller, n'est-ce pas, affronter les défis qui se posent à notre pays sur le plan politique. Également, l'actuel directeur de cabinet du ministre des Sports a levé l'équivoque sur le caractère sudiste et discriminatoire rattaché au parti par certains détracteurs. Quand on regarde la structuration du parti déjà, vous pouvez noter que ce n'est pas du tout un parti sudiste. Vous savez très bien que si Maître Diogbenou en est le président, la première vice-présidente de notre parti, c'est Madame Talata, qui est la vice-présidente d'ailleurs du Bénin, et elle n'est pas de la partie méridionale de notre pays, elle est du nord de notre pays. Quand vous prenez les députés à l'Assemblée nationale, ils sont très nombreux à être de l'UP, le renouveau. Vous comprenez donc que sur la base de ces éléments, c'est une critique vaine que de penser que l'Union progressiste est un parti sudiste. Dans l'hebdo des éditos, les invités de Derrick Olaogun ont chacun apprécié le report de l'AG électif de l'UPMB. Une preuve que l'institution traverse une crise qui ne dit pas son nom. La première réaction, c'est de reconnaître que ce report ne nous honore pas. L'Assemblée se tient à Cotonou. Oui. Et dans la nuit, pratiquement vers 0 heure, on apprend que ça a été annulé, ça a été reporté. Je crois que moi, je suis ici à Cotonou. Si j'étais rentré de Parakou, par exemple, pour y prendre part et que profondément au milieu de la nuit, on apprend, ou même à mon réveil à 7 heures, à 6 heures, j'apprends que ça a été reporté. Je pense que légitimement, je serais choqué. Ce report de cette Assemblée générale montre qu'il y a effectivement crise. Qu'il y a crise à l'Union des professionnels des médias du Bénin, il y a crise à l'UPMB et que la crise est profonde. Aujourd'hui, il y a 3 camps à l'UPMB. Oui. Pourquoi ne pas rouler avec une liste consensuelle? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, notre presse a besoin de ça? Est-ce que l'UPMB a besoin de tout ça? Je crois que nous sommes en train d'animer au niveau de la presse béninoise une plaisanterie de mauvais goût. Je dis, c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est pas du tout bien pour l'image que notre presse a de l'extérieur. C'est tout comme si nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes, ce que nous représentons aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux qui ont fait davantage que le Bénin, la presse béninoise est connue avec beaucoup plus de soins et d'honneur au plan international. Plusieurs pistes de solutions ont également été proposées par les différents intervenants pour sortir de la crise. Les professionnels des médias sont divisés. Donc, il faudrait travailler à apaiser cette tension. Parce qu'il faut justement viser l'image de la corporation. Une élection, c'est combien d'heures? Si le 1er septembre prochain, on se retrouve, c'est à peine 2 heures, à peine 3 heures, on se sépare. Mais les séquelles que cette situation aura laissé, il faudra du temps pour les penser. Vivement, déjà en début de semaine, que les 3 partis se retrouvent pour harmoniser leur point de vue afin que l'élection ait lieu le jeudi prochain. Que les gens, il faut que les gens sachent raison garder, qu'on ne dise pas que c'est moi ou rien. Le jeudi qui est en train d'être proposé automatiquement là, je ne pense pas que les tensions puissent être en deçà de la normale pour qu'on puisse organiser une élection vraiment libre. Je crois que là-bas, maintenant que nous-mêmes, nous avons montré que nous avons des problèmes, nous serons obligés d'accepter que de l'extérieur, on intervienne dedans pour nous discipliner. Peut-être que c'est pour notre bonheur. On va finir avec le CICAO, entendez, le camp international du cinéma africain de Ouida, une initiative de l'Association cinématographique internationale, les missionnaires du 7e art, qui est à sa première édition et qui vise à promouvoir le cinéma africain. À la cérémonie de lancement, plusieurs acteurs du domaine y étaient, mais aussi la caméra de Paul Esther, ça aussi. Voici ce qu'elle nous rapporte. Faire du cinéma, ce n'est pas du cinéma. Faire de la comédie, ce n'est pas de la comédie.
faire de la comédie sur des pages de blagues. Le cinéma, ce n'est pas un métier, c'est un art. Venus un peu de partout, ils sont nombreux à participer à cette première édition du Camp international du cinéma africain de Ouidah, CICAO. À cet effet, le président de l'Association internationale cinématographique, les missionnaires du 7e art, organisateur du CICAO, expose les ambitions autour de cet événement. Cette activité phare, le Camp international du cinéma africain de Ouidah, CICAO, est une activité que nous voudrons mettre sur le même palier que les grands festivals d'Afrique et du monde, que M7A fasse du CICAO un festival fédérateur. L'effervescence que nous vivons à FESPACO, nous avons dit, nous avons aussi les talents, nous avons les atouts touristiques, nous avons les moyens, nous avons les génies pour en faire, mais il manque la volonté politique d'accompagnement. Le représentant du directeur du Fonds des Arts et de la Culture explique le rôle que joue la structure dont il est membre et encourage le promoteur à mieux faire afin que les résultats soient satisfaisants. Le Fonds des Arts et de la Culture est une structure qui vraiment accompagne les initiatives des promoteurs culturels et des artistes pour les aider à réaliser leurs activités. Alors, il s'agit des projets tels que ceci. Un projet qui vraiment participe à la promotion du cinéma africain et surtout du cinéma béninois également. Donc je voudrais encourager le promoteur à relever d'efforts pour pouvoir vraiment tout faire pour sortir le cinéma africain de sa léthargie. Quelques participants et missionnaires ont exprimé leur joie et invitent tout le monde à une participation massive à ce festival. C'est un plaisir pour moi d'arriver aujourd'hui au Bénin et le plaisir est encore plus grand quand c'est le cinéma qui m'y amène. Aujourd'hui, je représente tous les nominés à ce festival. C'est un partage d'expérience, c'est une nouvelle rencontre et moi, je dis merci aux missionnaires du 7e art pour cette opportunité. C'est une opportunité pour nous de pouvoir mettre en pratique ce que nous savons faire aussi dans le domaine du 7e art. Et j'invite tout le monde à essayer de venir à ce genre de festival pour s'aguerrir, parce que nous avons un grand combat à mener. Il y a beaucoup de chemin à faire pour le cinéma africain. Rappelons que les manifestations vont se dérouler du samedi 27 août au samedi 3 septembre 2022. La prochaine édition est prévue pour 2024. Voilà, ce serait tout pour cette randonnée informative du soir, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité renouvelée au service de l'information de E-Télé. Portez-vous bien.